Au Martiniquais. Au matin du 24 décembre 1962, les habitants découvrent donc cette sentence au bas du manifeste de l'OJAM, placardé sur les églises et les bâtiments publics. À partir de cet instant, pour les autorités, il faut impérativement neutraliser les membres de l'organisation avant que leurs idées nationalistes ne se répandent dans la population. Les services secrets français sont dépêchés à Fort-de-France dès le 1er janvier. Les faits et gestes des militants sont étudiés à la loupe. Et bientôt, des documents compromettants se retrouvent presque miraculeusement entre les mains de la police. Une jeep de gendarmerie sous la route de Casse-Pilote trouve une serviette dans des caniveaux. Il ramasse la serviette et le complot est là-dedans. C'était la serviette d'Armongon qui avait disparu quelques jours auparavant. Le jeune inspecteur des douanes Henri Armougon, propriétaire de la fameuse mallette, est interpellé le 11 février. Les enquêteurs ont des questions à lui poser au sujet d'un document particulièrement subversif. La fiche dogmatique et technique qui disait en cours qu'il faut repérer les gendarmeries, il faut voir un petit peu comment les attaquer, etc. etc. C'est-à-dire là, c'était carrément séditieux. Le complot, c'était ça. Bon. La valse des arrestations débute. En un peu plus d'un mois, 18 membres de l'OJAM sont interpellés. Il y a eu des arrestations en cascade, parce qu'on a fait parler à Armongon, et puis aussi Manfred Lamotte, etc., qui dit il y avait un tel, il y avait un tel, il y avait un tel, il y avait un tel. On a fait des réunions chez moi, c'est paf. Un matin, la gendarmerie a débarqué dans ma classe. On m'a emmené chez moi à Font-Maïren, on a fouillé la maison pour chercher des documents qui n'existaient pas d'ailleurs, à part le canard enchaîné bien sûr. Et puis on m'a ramené à mon école, et puis on m'a embarqué dans la voiture des policiers, et puis on m'a emmené à la gendarmerie de Fort-de-France. J'étais en train de coudre quelqu'un, et à côté de moi il y avait un jeune prêtre qui s'occupait de l'hôpital de la matin, c'était Monseigneur Méranville. C'était monsieur le prêtre. Et il me dit, Rudolf, il y a une jeep de gendarmerie qui arrive à l'hôpital. Et je lui dis, c'est pour moi. Les enquêteurs veulent savoir si, comme le prétendent les plus fervents partisans de la Martinique française, ceux que l'on surnomme désormais les complotistes de l'OJAM étaient effectivement prêts à mener une révolution armée avec l'aide de puissances communistes étrangères. La violence était était dans les esprits et réciproque. Mais on n'avait aucun moyen de le faire. La plupart des gens ne savaient pas tirer un coup de revolver. Par contre, la rage anticolonialiste était maximum. J'ai toujours ignoré l'existence d'armes, ou alors d'une complicité avec, n'est-ce pas, l'extérieur de la Martinique. Avec Cuba notamment. Avec Cuba notamment. C'est après, bien après, que j'ai entendu parler d'armes, de renforts attendus, n'est-ce pas, de la République dominicaine et même de Cuba d'ailleurs. Pourtant, le cinéaste Daniel Sainte-Rose, qui travaille depuis plus de 10 ans à la réalisation d'un film sur l'OJAM, y croit. Ce fils de militant déniche encore aujourd'hui des documents jusqu'ici classés secret défense sur cette organisation complexe. À l'intérieur de ce mouvement-là, il y a un mouvement clandestin. C'est-à-dire que certains des membres du bureau de l'OJAM sont sur 2 tableaux. Mais c'est eux seuls qui savent. Je n'ai pas vu d'armes. Je n'en ai pas vu. Seulement, je suis tombé sur des personnes qui ont attesté qu'il y en avait. Et que ce ne sont pas des gens qui m'ont dit, on m'a dit que. Des gens m'ont dit, je les ai mises là, je les ai mises là, je les ai mises là, si tu vas trouver tous les encore. Donc c'est pas mentir, mentir, mais... Au centre pénitentiaire de Fort-de-France, les membres de l'OJAM sont considérés comme des terroristes et traités comme tels. On était totalement isolés. On sortait 1 heure par jour dans une espèce de cage. L'affaire est dépaysée à Paris. Les militants sont transférés très discrètement vers l'Hexagone dans la nuit du 8 mai. Quelques semaines plus tard, ils obtiennent le statut de prisonniers politiques. La presse française commence à s'intéresser à leur sort. Les messages de solidarité se multiplient. Et pendant ce temps, un certain Marcel Manville est chargé d'harmoniser leur défense, car pas moins de 17 avocats ont été engagés. C'était des ténors du barreau, et puis en plus ils étaient fiers de nous défendre parce qu'on était comme les Algériens, quoi, des prisonniers martiniquais.
mais qui défendent une thèse anticolonialiste, bien évidemment. Donc ils étaient très contents, ils n'ont pas demandé d'argent d'ailleurs. Le 25 novembre s'ouvre le procès de Lojam et rapidement les audiences ne font qu'amplifier le message des anticolonialistes. On se rend compte, avec des témoignages de personnages importants, y compris Aimé Césaire, Paul Vergès, etc., on se rend compte qu'il y a un véritable problème dans les départements d'outre-mer, en fait que ce sont des colonies déguisées et qu'il faut à tout prix y porter des solutions. Sur 18 inculpés, seuls 5 Martiniquais seront finalement condamnés et verront leur peine commutée en sursis en appel. En mai 64, les jeunes de Lojam sont tous de retour au pays, totalement libres. Près de 60 ans plus tard, les derniers témoins de cette page d'histoire portent aujourd'hui leur regard d'aînés sur le mouvement Rouge Vert Noir qui agite la Martinique. Ce sont des militants, de vrais militants, des gars qui décrochent, qui font tomber les statues, etc. Ce sont de vrais militants. Mais est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Ça, c'est encore une autre question. Dans la réponse, peut-être dans 20 ans, dans 35 ans, je ne sais pas. Ils ont peut-être essayé de faire pour leur mouvement RVN ce que nous avions fait à Lojam. Je leur souhaite bonne chance, je leur souhaite qu'ils réussissent. C'est tout ce que je peux dire.